Le cours d'aujourd'hui traitera de physiologie du liquide cérébrospinal et de comment utiliser les DVE. On va commencer un peu avec la physiologie du LCS, avec tout d'abord son rôle que vous connaissez, du moins je suppose en partie. Le premier, c'est celui de protéger le cerveau. Alors ça, je pense que en cette période estivale, on peut faire l'analogie avec celui d'une masse immergée dans un liquide. Le cerveau, il pèse 1,5 kg. Mais son poids apparent, j'entends par là la pression qui sera exercée sur la partie la plus basse du cerveau, au niveau de la base du crâne notamment, du trou occipital, n'est pas de 1,5 kg réparti sur la surface du cerveau, parce que vous imaginez que si le cerveau reposait intégralement de son poids sur une structure osseuse, ça générerait de la lésion. Son poids apparent il est de l'ordre de 50 grammes du fait qu'il soit immergé dans du liquide cérébrospinal qui l'entoure complètement. Donc le fait que ça le protège, ça c'est une chose. D'autre part, lors des différents chocs, ben, vous allez avoir un petit coussin liquidien qui va l'entourer. Et puis évidemment que ce liquide cérébrospinal, il va jouer un rôle sur l'élimination des déchets, on en parlera un petit peu, sur les apports nutritifs du cerveau. Il est donc bien important. Alors, voici une coupe sagittale IRM sur la gauche et puis un moulage, un vieux moulage en cire du système ventriculaire au sens large à droite. Et notre liquide cérébrospinal, il est produit à quel niveau? Alors, le plancher du quatrième ventricule avec notamment quelle structure va produire le LCS? Si vous connaissez ça. Ah bah, heureusement que tu es là. Les plexus choroïdes qui se trouvent effectivement au niveau des ventricules en réalité, hein, le quatrième ventricule, au niveau des ventricules latéraux, du troisième ventricule. Donc là, vous allez avoir une synthèse de LCR à cet endroit-là. Puis après, vous avez une voie de circulation du liquide cérébrospinal. Donc, vous voyez ici la corne frontale, la corne occipitale, la corne temporale. Je ne sais pas si vous aviez en tête cette forme des ventricules latéraux. Les ventricules latéraux, ce n'est pas juste un croissant, hein. Vous avez cette corne temporale qui est là, avec les cornes occipitales qu'on voit plus ou moins bien en fonction soit de la présence d'une hydrocéphalie, soit d'une fonte neuronale. Et puis ensuite, pour le LCR qui est produit, il va passer au travers ici du trou de Monro. Pour ceux qui ont fait un peu de neurochirurgie, quand on fait une ventriculocysternostomie, une endoscopie des ventricules, on voit ce fameux trou de Monro et on va passer au travers. On arrive au niveau du troisième ventricule. Et puis là, vous allez avoir un cheminement qui est très fin. Ça s'appelle comment? Bon, c'est écrit dessus, hein. C'est l'aqueduc de Sylvius qui est fin et qui fait communiquer votre troisième ventricule avec votre quatrième ventricule. Et puis ensuite, le LCS il va sortir de cet espace-là en passant par le foramen de Magendie et les foramens de Louchka qui sont latéraux. Et donc là, on le voit schématisé d'une autre façon. Et vous voyez les rapports très étroits euh, entre ce tout petit passage qui correspond donc à l'aqueduc de Sylvius et puis des structures anatomiques, le mésencéphale en avant. Vous avez le pont, donc vous imaginez aisément que tout processus, qu'il soit hémorragique, tumoral ou infectieux qui augmente, qui prend de la place dans cette zone-là, va très rapidement pouvoir entraîner une hydrocéphalie obstructive d'amont, avec le LCR qui va donc sortir par le foramen de Magendie au milieu de Louchka sur le côté, M pour médian, L pour latéral, si vous voulez un petit moyen mnémotechnique, et qui va aller autour du cerveau, au niveau des citernes de la base là, euh, aller au niveau de ces zones-là pour la résorption, mais on va en parler juste après. Et puis il y a aussi du LCS qui va cheminer le long de la moelle épinière, descendre et remonter. Il est produit en grande partie par les plexus choroïdes, hein, on en a parlé à l'instant, mais le LCS peut également être produit à partir des capillaires, au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, au niveau du canal de l'épendyle. On produit environ 500 millilitres de LCS chaque jour.
Et le LCS qui est présent au niveau de notre cerveau à un moment donné est de l'ordre de 140 millilitres, répartis entre le LCS qui est autour du cerveau et puis celui qui est autour de la moelle épinière. Donc vous voyez qu'on va renouveler quotidiennement 3 à 4 fois notre volume de LCS. La production de LCS, elle va varier en fonction de certaines circonstances, soit liées à des médicaments, soit liées à de la pathologie. Euh, Par exemple, en cas de fièvre, vous allez produire plus de LCS. Le système nerveux autonome, avec notamment la stimulation du système sympathique qui va diminuer la production du LCS, l'inverse pour le parasympathique. L'acidose qui va peut transitoire augmenter la production de LCS. Et puis on en parlait des médicaments. Celui qu'on connaît le mieux, c'est l'acétazollamide, hein, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le traitement de euh, l'HTIC idiopathique, euh, on donne de l'acétazolamide. C'est le traitement médical, on va dire, de première intention, mais il y en a d'autres d'ailleurs. Vous voyez que le mannitol, il est présent également là, dans les médicaments qui vont diminuer la production de LCS. On l'avait évoqué dans le cours sur l'osmorégulation cérébrale en disant que le rôle de l'osmothérapie du mannitol n'était pas que lié aux variations d'osmolarité plasmatique, mais qu'il y avait aussi bah, là donc, un effet sur la production du LCR. Les corticoïdes, avec la dexaméthasone qui diminue la production de LCS. Voilà. Alors, comment notre liquide cérébrospinal est-il résorbé? La majorité du liquide cérébrospinal est résorbée par gradient de pression entre les protrusions, les villosités arachnoïdiennes, on en avait déjà parlé dans le cours sur l'hémodynamique cérébrale, des protrusions des espaces sous-arachnoïdiens qui vont aller au niveau des sinus veineux, et par un gradient de pression, même de très faible amplitude, vous allez avoir le LCS euh, qui va diffuser, c'est pas le bon terme, puisque si on fait un peu l'analogie entre l'hémodialyse intermittente et l'hémofiltration, c'est de la convection, va aller des espaces sous-arachnoïdiens vers les espaces veineux, nous rappelant que quand on parlait de pression de perfusion cérébrale, pression de sortie, pression veineuse, finalement la pression veineuse et la pression au niveau de ces villosités et de ces espaces sous-arachnoïdiens est quasiment identique, nous permettant de faire l'approximation entre pression veineuse et pression intracrânienne. Et voilà, bon, une autre façon de représenter, cette fois-ci dans une coupe frontale, la circulation du LCS. Alors, une diapo que j'ai rajoutée ce coup-ci, j'avais déjà évoqué l'existence de ce système, c'est vous parler du système glymphatique, et notamment des variations de ce système en fonction des phases d'éveil et de sommeil. Et c'était un Science de 2013 dont est issu, je crois, ce schéma, où lors du sommeil à ondes lentes, du sommeil profond, je vous rappelle que vous avez donc une modification du volume des espaces interstitiels qui, lors du sommeil à ondes lentes, vont diminuer de l'ordre de 60%. Ce qui va faire que, au niveau de ce qui est schématisé ici, c'est-à-dire euh, des petites artérioles leptoménagées qui vont devenir perforantes, vous voyez en bleu les espaces de Virchow-Robin, donc des protrusions des espaces sous-arachnoïdiens au sein du parenchyme cérébral, et à la faveur de la diminution de volume du secteur interstitiel cérébral, ces espaces vont être plus volumineux, vont permettre une entrée de LCS plus importante et plus en profondeur au niveau du cerveau. Puis, une fois le sommeil à ondes lentes passé, ben, le volume interstitiel va reprendre sa place initiale, chasser le liquide cérébrospinal, et tout ça, ça va avoir un effet de lavage du parenchyme cérébral de certaines substances, et notamment de substances bêta-amyloïdes, permettant de faire, et ce qui est démontré chez l'animal, c'est certain, et je crois également chez l'humain, de l'association entre les les problématiques liées à des carences en sommeil et des maladies neurodégénératives, notamment la démence de type Alzheimer. Euh, Ça me semblait intéressant de vous en parler et je vous enjoins à lire ces deux sciences. Alors, le LCS, il contient quoi? Bon, vous connaissez, hein, ça c'est pour
nos externes. En réalité, mon pauvre, tu es un peu tout seul, donc c'est à toi que ma question s'adresse. Combien y a-t-il d'éléments nucléés dans le liquide cérébrospinal? Tu fais ta ponction lombaire, à partir de combien d'éléments considères-tu qu'elle est pathologique avec une hypercellularité? Ok. Quelle est sa composition protéique? En gros, y a-t-il beaucoup de protéines ou pas beaucoup de protéines? Ok. Et la glycorachie? Donc, il faut mesurer une glycémie à chaque fois. Et peut-être peut-on plus simplement dire que c'est un peu plus de 50% de la glycémie, un peu plus de 50% de la glycorachie. La lactatorachie est normalement inférieure à 3,2. Et puis, en termes de composition ionique, on a donc une concentration en sodium qui est un peu plus élevée que celle du plasma, en potassium un peu plus basse. Vous voyez qu'il y a plus de chlorure. Comment se fait-il qu'il y ait plus de chlorure? Alors non, t'as tenté effectivement. Parce qu'il y a moins de protéines. Les protéines étant chargées négativement, si on n'a pas de protéines, il va falloir qu'on remplace un anion par d'autres types d'anions. Donc là, c'est le chlorure. D'ailleurs, vous voyez que le pH du LCS est un peu inférieur au pH plasmatique. Par contre, son osmolarité est identique à l'osmolarité plasmatique. Et les variations d'osmolarité plasmatique vont entraîner des variations d'osmolarité du LCS. C'est tout l'idée de l'osmothérapie. Quelle est la pression qui règne au niveau de notre liquide cérébrospinal? Bah, donc c'est la pression intracrânienne, hein, on est d'accord. Cette pression, elle est de l'ordre de 5 à 15 centimètres d'eau. Elle varie peu en fonction de la pression artérielle. Par contre, elle varie beaucoup en fonction de la pression veineuse, hein. Ça, on le voit bien quand on comprime nos jugulaires, quand on allonge la tête de nos patients, on va avoir notre pression dans le LCS, c'est donc notre pression intracrânienne qui augmente. Elle est liée aux variations de la pulsatilité cardiaque. On le voit quand on met une sonde enfin, quand on mesure la pression intraventriculaire sur les sondes de DVE, on voit bien que l'ondée systolique, l'érythmisme cardiaque entraîne une variation de la pression au niveau du liquide cérébrospinal. Et la ventilation va également modifier, l'inspiration profonde peut modifier les pressions. Alors, si on s'intéresse un peu plus maintenant au DVE, on va prendre le cas clinique d'une patiente de 48 ans, cette sortie de grande garde aujourd'hui, qui présente une céphalée brutale alors qu'elle faisait un effort physique, initialement Glasgow 15, puis lorsqu'elle arrive en grande garde de neurochirurgie, il y a une altération de la vigilance, elle est devenue Glasgow 11. Le scanner cérébral sans injection réalisé est le suivant. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Alors, vous voyez du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, plus particulièrement localisés. Alors ouais, en devant le mésencéphale. Et qu'est-ce que vous voyez en plus de ça? Alors, on ne voit pas l'HTIC, mais on a des stigmates scanographiques laissant penser qu'il y a probablement une augmentation de la pression intracrânienne, c'est-à-dire une dilatation des ventricules latéraux qu'on voit assez nettement, avec voilà, une disparition des sillons corticaux qu'on voit encore un peu en occipital et en frontal. Laissant supposer celui de la présence d'une hydrocéphalie probablement aiguë dans ce contexte d'hémorragie ménagée. Hydrocéphalie aiguë, trouble de la conscience, signe d'HTIC, c'est une des complications précoces de nos hémorragies ménagées, qui est liée à du caillot dans le LCS qui empêche tout simplement le liquide cérébrospinal d'être convenablement drainé. Vous avez vu qu'il y a plusieurs voies de circulation du LCS qui sont de petite taille, le trou de Monroe, euh, oh, aidez-moi. Merci, l'aqueduc de Sylvius. Et puis après, il y a aussi d'autres problématiques qui sont liées cette fois-ci au capitonnage des granulations de Pacchioni avec bah, les éléments figurés du sang, de la fibrine qui va se former et qui peut entraîner à la fois de l'hydrocéphalie aiguë, puis qui sera le lit de l'hydrocéphalie chronique, de l'hydrocéphalie à pression normale. Le diagnostic d'hydrocéphalie se fait par la TDM et le traitement, lorsqu'elle est aiguë et symptomatique, est celui de mettre en place une DVE.
Il y a des index qui permettent de savoir en fonction de l'âge et donc de l'atrophie corticale supposée si la taille des ventricules est celle qui est attendue ou s'il y a une dilatation anormale. Alors, on va prendre juste 2 minutes pour détailler notre DVE. Alors là, ça fait quelques mois de stage, donc je pense que vous en avez vu quelques-unes, mais finalement, dans notre unité de réa-neurotraumato, on en a quelques-unes, mais pas des masses, parce que notre recrutement n'est pas une majorité d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Vous avez le cathéter qui vient du patient, qui arrive ici. Vous avez un robinet ici qui s'appelle le robinet distal, parce que en proximal, par rapport au patient, vous avez un autre robinet qu'on ne touchera pas. Ce robinet distal, il est au niveau du zéro, qui est marqué en rouge ici sur le système Codman. Tac. Donc vous avez votre zéro qui est ici avec un robinet distal. Vous avez vu qu'on a branché, mais ce n'est pas obligatoire, une tête de pression. On va le détailler juste après quand on parlera de la mesure de pression intraventriculaire. Puis on continue le circuit. Ça arrive jusqu'à notre burette. La burette, c'est un collecteur gradué dont le niveau peut être modifié. Vous avez ici une petite languette en plastique que vous allez presser avec ici le niveau de drainage de votre dérivation ventriculaire avec 2 unités, des centimètres d'eau et des millimètres de mercure. Donc ici, elle est réglée à 10 centimètres d'eau. Pour modifier le réglage, vous pincez, vous baissez, vous montez. Le but étant évidemment à chaque fois que la DVE soit convenablement réglée au bon niveau. Le bon niveau, c'est quoi? C'est le troisième ventricule, c'est le tragus au niveau de l'oreille. On va donc tracer une ligne imaginaire entre le tragus de notre patient et le zéro pour que notre DVE soit convenablement à niveau et on pourra modifier le niveau de réglage. Mais si le zéro n'est pas bon, le niveau de réglage est ici, ne correspond pas à la réalité. Autrement dit, si vous avez votre zéro qui est beaucoup trop bas, eh ben, vous allez entraîner un surdrainage. À l'inverse, s'il est au-dessus, vous allez entraîner un sous-drainage. Donc vous avez votre burette qui est là, qui est graduée, qui vous permet de quantifier à chaque tour la quantité de LCS qui est drainée. Puis vous avez un robinet en dessous sur lequel les uns vont pouvoir réaliser les prélèvements avec une asepsie stricte. Ils mettent masque, Charlotte, une bonne désinfection du port, et on va pouvoir faire un prélèvement biochimie, bactériaux au niveau de cet endroit-là, ce qui va permettre de prélever du LCS, on va dire frais, qui est dans ce collecteur-là. Ensuite, quand il vide la quantification lors du tour, ça va tomber dans cette poche qui est une poche de recueil dans laquelle le LCS va stagner et qu'on va considérer comme contaminé. On ne fait donc pas de prélèvement sur cette poche de recueil, ce d'autant que comme le LCS il stagne, eh bien les cellules vont se liser, il peut y avoir enfin, le nombre d'éléments ne correspondra plus à la réalité. Puis en plus, ces poches de recueil, elles sont colonisées, elles sont contaminées. On va considérer qu'elles le sont. Dans le système Sophisa, c'est presque un peu plus artisanal, mais enfin, ça fonctionne de la même façon. Vous avez votre patient, vous avez de la même façon un robinet distal, qui est là d'ailleurs, votre burette, un robinet en dessous de la burette sur lesquels on fait les prélèvements et une poche de recueil en dessous. Pour revenir sur la tête de pression, lorsqu'on veut mesurer une pression dans le système ventriculaire, on la met au niveau de notre robinet distal. Et vous avez vu qu'on a mis un bouchon blanc ici. Il n'y a pas de poche de contre-pression sur la tête de pression pour mesurer une pression intraventriculaire. Le risque étant que quelqu'un ne fait pas attention, il ouvre la tubulure. En fait, si on met une poche de contre-pression dans une artère, c'est pour que le cathéter artériel ne se bouge pas parce qu'on a une pression élevée au niveau de notre cathéter artériel avec du sang qui risque de boucher le cathé. Et donc, on va le purger régulièrement. Là, vous imaginez bien que jamais de la vie, on va les purger du sérum salé isotonique dans la tête du malade parce qu'on veut mesurer la pression du LCS. Hein. Donc, on ne met pas de poche de contre-pression, on met simplement un bouchon et on peut tout à fait bien mesurer nos pressions intraventriculaires de cette façon-là. La pose de DVE, ça pour le coup, vous en avez vu, c'est au bloc opératoire sous anesthésie générale. Alors, il y a quelques centres qui le font sous sédation, mais il y a à la fois une incision au niveau du site de pose
une tunnelisation et une sortie du cathéter. Donc, c'est quand même assez inconfortable si on devait faire ça sous sédation seule, quand bien même on fait des blocs du scalp associés. Ils peuvent faire ça sous neuronavigation avec une TDM récente ou avec les repères anatomiques. Rappelons, il n'y a pas d'antibioprophylaxie recommandée actuellement pour l'implantation d'une sonde de DVE qui, comme vous le voyez ici, est micro-perforée. Et rappelons donc qu'il y a une incision, un trou de trépan, ils posent le cathéter de DVE, ils ont du LCS, puis ils font une tunnélisation sous-cutanée et ils font sortir le cathéter plus loin, le but étant de limiter le risque d'infection et de déplacement, puisque si vous aviez le cathéter qui rentre directement dans le cerveau au niveau de là où il sort, là, euh, le moindre mouvement ici entraînerait tout de suite une traction de votre cathéter. Vous voyez que vous avez un premier raccord qui est le raccord proximal entre la partie posée par le chirurgien et le système de drainage. Ça fait des escarres, donc attention, il faut bien protéger la peau. Ça doit être sous le pansement. On ne doit pas voir ce raccord proximal. Un des risques, c'est que le patient le déconnecte, souvent quand ils sont confus. Donc ce système-là est toujours sous le pansement de tête, on ne doit pas le voir. Alors le zéro, il n'y a qu'un seul endroit où on a notre zéro, c'est ici. Si vous devez clamper votre cathéter de DVE, pareil, c'est un seul endroit. C'est ici. Quand on clampe notre cathéter de DVE, c'est qu'au niveau du zéro. En fait, il y a plein d'endroits où on pourrait le clamper. Vous avez des petits morceaux de plastique qui sont sur le cathéter. Vous avez le robinet proximal. Euh, le problème, c'est que si on n'homogénise pas les pratiques, le risque, c'est de chacun clampe à son endroit. Et en fait, on ne sait jamais si c'est clampé ou déclampé. Et le risque dans ces systèmes-là, c'est l'erreur humaine. Un patient, une DVE qui devait être déclampée et en fait, parce que quelqu'un l'a pas clampé ici, on a zappé. Donc, on clampe que là, ce d'autant que c'est au niveau du zéro. Donc, comme on refait de zéro à chaque fois qu'on fait le tour infirmier, on voit immédiatement si la DVE est clampée ou si elle ne l'est pas. Donc, un transport d'un patient, vous faites ici. Quand on doit clamper les systèmes de dérivation pour, par exemple, faire une épreuve de clampage avant sevrage, on le fera que à cet endroit-là. Les pansements, ici, c'est fait toutes les 48 heures. Le prélèvement, on le fait par l'équipe infirmière. Alors, à l'époque, on le faisait quotidiennement. Aujourd'hui, on ne le fait plus de façon quotidienne, mais c'est fait de façon stérile sur le robinet que je vous avais montré. Pour assurer la perméabilité, vous voyez si vous avez du LCS dans la burette, et puis vous pouvez prendre le système et l'abaisser. Vous voyez si vous avez une continuité d'écoulement avec quelques gouttes qui s'échappent du circuit. Si on doit faire un nursing, mettre un patient sur le ventre, le transporter, on le clampe, je vous l'ai dit, toujours au même endroit. Et alors, comment règle-t-on le niveau de drainage? Eh bien, il n'y a pas un niveau de drainage, c'est pas one fits all. On s'adapte au patient et à l'histoire dans sa maladie. Si on devait schématiser les choses, une hémorragie ménagée à la phase toute initiale qui présente une hydrocéphalie aiguë, typiquement le cas clinique de notre patiente là. L'urgence, c'est de mettre le DVE première pour contrôler l'HTIC, pour contrôler l'hydrocéphalie aiguë. C'est ça qui va prévaloir à la sécurisation de l'anévrisme. Puis, dans un deuxième temps, on va sécuriser l'anévrisme. Ce qui veut dire que vous allez avoir une DVE alors même que l'anévrisme intracrânien n'est pas encore sécurisé. Le risque en abaissant brutalement la pression du LCS, c'est de faire une genre de décompression en regard de votre sac anévrismal et de favoriser le saignement. Et donc, il est usuel de régler la DVE initialement à plus 15, puis on sécurise l'anévrisme, puis souvent on le met à plus 10. Et après, on va s'adapter en fonction de la pression intracrânienne, de la taille des ventricules, de la présence d'une hydrocéphalie à pression normale, d'un capitonnage de notre système qui fait que quand bien même il est réglé à plus 10, en fait, c'est pas vraiment plus 10 qui draine, c'est souvent un peu plus parce qu'il y a une résistance à l'écoulement du liquide, puisque si vous avez le diamètre de votre cathéter qui est diminué parce qu'il y a une gaine protéique ou un peu de caillot qui se forme, il va falloir un niveau de DVE plus bas pour avoir le même effet. Voilà, ça c'est un peu l'idée sur le niveau de drainage. Comment est-ce qu'on fait quand la DVE est bouchée? On est systématique. Les infs doivent nous appeler. On s'assure d'abord qu'il n'y a pas de signe clinique d'hydrocéphalie aiguë. Puis après, on va faire un peu comme sur un système d'épuration extra-rénale. On va partir du circuit, on va aller vers le malade. Et donc, on s'assure qu'il n'y ait pas justement un des petits clans, une petite coudure, un nœud sur le circuit.
On refait systématiquement le pansement de tête. Il est fréquent que le cathéter se soit coudé, plicaturé et que, en défaisant le pansement de tête, en fait, le système se remet en continuité. Et si la question se pose de fibrinoliser le système, alors il faut systématiquement avoir une imagerie cérébrale afin d'être certain que les œillets du cathéter soient bien dans les ventricules et non pas dans le parenchyme pour éviter les complications à type d'hématome de trajet. Et là, on pourra discuter de faire une fibrinolyse intrathécale. On a une checklist pour la fibrinolyse, c'est toujours avec un senior. Et puis, on a un certain nombre d'éléments qu'on va vérifier avant de le fibrinolyser. Puis, si la DVE n'est pas en place, ou qu'on ne peut pas le fibrinolyser, qu'elle est bouchée, alors ça ne sert à rien de garder le système. Un système qui est véritablement bouché et qu'on ne peut pas déboucher ou qui n'est pas en place, il faut le virer. C'est simplement maintenir une porte d'entrée non nécessaire. Et là, soit le patient a véritablement besoin de sa DVE et il faut le reposer au bloc opératoire, soit finalement on est un peu contraint de faire un sevrage un peu accéléré et on peut tester de retirer purement et simplement le cathéter. Alors, quand elle est déconnectée, c'est emmerdant. Mais reposer une DVE, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Donc, il faut voir depuis combien de temps c'est déconnecté. Il faut immédiatement clamper, parce que vous allez avoir souvent pas mal de pneumoncéphalie, parce que d'un coup, on n'est plus à plus 10, mais en fait, on est à 0, voire à moins que 0 si le cathéter a été en dessous du troisième ventricule. Puis évidemment, il y a un risque infectieux qui est hyper important. Donc si ça vient de se déconnecter, ben, on reconnecte et puis on change tout le circuit externe. Et puis ça dépend à quel endroit c'est déconnecté, si c'est en distalité ou si c'est proche du malade. Si c'est proche du malade, ben, c'est emmerdant. Et puis si c'est déconnecté depuis on ne sait pas combien de temps, que c'est sale, ben, il va falloir clamper, virer le système. Et là, de la même façon, discuter soit d'une nouvelle pause, soit du retrait pur et simple de la DVE. Mesurer la pique, je vous ai montré à quel endroit est-ce qu'on le faisait. On ne met pas de tête de poche de contre-pression. Et sur les modèles Sofisa, il y a entre le patient et le robinet distal, souvent il y a une valve qui ne permet pas de mesurer la pression intraventriculaire. Voilà, pour LCS et DVE, y a-t-il des questions? Ouais, je t'écoute. Bah, en fait, c'est un peu comme, une PVC. Si tu veux une mesure qui soit convenable, il faut que tu aies une continuité directe entre la tête de pression et le LCS parce que si tu le laisses en Y, heu, ça va mesurer également la pression en amont, tu vois? Donc tu sais pas si ça représente la pression dans la burette ou la pendant. Tu te mets en direct. Ce qui veut dire que quand on mesure la pression dans le système ventriculaire avec une DVE, la DVE ne draine pas. Donc ce ne sont que des mesures intermittentes ou lorsque on accepte que la DVE soit clampée, une mesure continue de la pression intracrânienne, par exemple, le sevrage d'une DVE. Dans notre équipe, nous, on fait des clampages. Donc, quand le patient est sevrable, on clampe en mettant en direct la tête de pression avec le système ventriculaire. Ça ne draine plus et tu mesures en parallèle, en continu, la pression, intracrânienne. OK? Et non, tu es à 0. Tu court-circuites le niveau de drainage. Tu es au niveau du 0, donc c'est censé représenter la pression intracrânienne. C'est un peu le gold standard pour la pression intracrânienne. Ah non! Ah non, mais en fait, si c'est une hémorragie ménagée grave qui arrive dans le coma, on part du principe que, elle a une hydrocéphalie aiguë, qu'il y a, de l'HIC. Ah! Ah, tu te mets à +10, tu te mets à +10, tu vois combien ça draine et puis à un moment dans son histoire, il y aura une nouvelle imagerie, tu verras s'il y a des signes de surdrainage. C'est quoi les signes scanographiques de surdrainage? Ouais, on peut voir des ventricules qui sont fins, mais ils sont souvent pas très fins. Heu, alors la résorption transsépalimaire, c'est plutôt quand il y a de l'hydrocéphalie à pression normale. C'est plutôt un problème de résorption du LCR. Non, c'est vous avez les hygromes, des décollements sous-duraux, hein, au niveau frontal. Quand vous drainez trop le LCS, vous allez avoir, ben, une traction,
du cerveau sur des vénules et les espaces sous-arachnoïdes et les espaces méningés. Et donc là, vous pouvez pouvoir développer des hygromes, des décollements de sang ou une accumulation de LCS au niveau frontal qui vous laisse penser qu'il y a du surdrainage. Un shift, c'est un effet de masse, hein, Alors, ça, c'est quand chez nos traumatisés crâniens, quand il y a par exemple une contusion d'un côté avec un effet de masse d'un côté, si tu mets une DVE en contralatéral, parce que typiquement du côté où il y a les contusions, bah, les ventricules ils sont collabés, donc techniquement c'est quand même plus difficile. Si tu mets une DVE en contralatéral, tu vas alors, mon exemple est pas bon. C'est si tu mets une DV en homolatérale, tu vas drainer plus de LCR à cet endroit-là et favoriser le déplacement de la ligne médiane du côté qui était déjà déplacé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il faut en tout cas que là où tu vas drainer ton LCS, tu espères ne pas entraîner de déviation du cerveau qui soit plus importante que ce qui est déjà le cas. Après, tu es obligé de drainer non plus des litres et des litres, hein. Quelques millilitres parfois suffisent pour faire la différence. Ça se fait et il faut probablement faire plus qu'on ne le fait, quand bien même ça n'est pas bouché, sur des moulages ventriculaires, même si ça draine un peu. Bah, ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'ai un topo qui est que là-dessus, sur fibrinolyse intraventriculaire. Je pourrais vous le faire d'ailleurs. Où la présence de sang au niveau des ventricules, en fait, pérennise l'inflammation cérébrale. Et le fait d'accélérer le lavage ventriculaire, il y a même des équipes qui faisaient du lavage ventriculaire, genre on passait du soluté dans les ventricules pour favoriser le lavage ventriculaire. En tout cas, le fait de faire de la fibrinolyse intraventriculaire, oui, c'est faisable. On le fait quand c'est bouché, mais c'est pas la seule indication. Et on peut le discuter sur des caillottages importants ventriculaires. Parfois, quand il y a vraiment des moulages ventriculaires importants, ils vont pouvoir mettre deux DVE, ou alors ils vont mettre des DVE de plus grosse taille, ce qu'on appelle des Kubala. Non, ça fausse pas la mesure, simplement, et ça c'est vrai que j'en ai pas parlé là, il faudrait que je le rajoute sur le prochain, la physiologie de circulation du LCS quand tu as un volet de craniectomie n'est plus du tout la même. Parce qu'en fait, le fait que tu aies un volet, que ce soit tant sur la perfusion corticale que sur la circulation du LCR, et ben, ça change complètement les choses. Et ça fait que, bon, au-delà des complications classiques le syndrome du trépané en anglais, Thinking Skin Flap Syndrome, la résorption du LCS se fait moins bien, au niveau cortical notamment. Il peut y avoir des cerveaux qui sont un peu plus congestifs, une perfusion corticale qui se fait moins bien. Et d'ailleurs, on voit que quand on remet les volets, souvent, il y a un enrichissement de l'examen neurologique de nos patients. Et pour ce qui est purement et simplement de la mesure de pression, non. Après, c'est intéressant si tu vois bien qu'au début, quand ils sont craniectomisés, tu as donc évidemment un bombement du cerveau. Et au fur et à mesure que le temps passe, que l'œdème diminue, tu vois un enfoncement de la peau, traduisant d'une fonte neuronale d'une part, et puis d'une diminution de l'œdème cérébral. Et c'est ça, ce fameux syndrome du trépané. Et cette fonte neuronale, elle peut entraîner vraiment un, un engagement euh, du côté craniectomisé vers le côté non craniectomisé, avec épilepsie, déficit focaux, altération de la vigilance. Une aggravation dans un deuxième temps. Il s'était amélioré, puis il sera aggravé. D'autres questions? Ok, et ben bonne journée à tous.